On est mardi, on va jaser avec... Oui, je me le répète souvent parce que dans ma tête, on est lundi, mais on n'est pas lundi, on est mardi. Donc, on va jaser avec notre chroniqueur. C'est son nouveau spot, si vous voulez avoir toutes les chroniques de Vincent Geloso, toujours autour de 14h15, les mardis maintenant. Monsieur Geloso, comment allez-vous? En grande forme. Ah, ça se sent, ça se sent. Regarde, c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Moi, premièrement, tu as changé de sujet deux, trois fois, mais écoute, en même temps, c'était tous des bons sujets. Fait que si tu veux en reprendre un moment donné, là, pige dans le lac. Mais écoute, ton dernier, effectivement, c'en est un bon. Moi, il y a quelque chose qui mérite, Vincent, au plus haut point. C'est quand j'entends soit des syndicats ou soit des représentants de certains emplois ou de certains corps de métier ou de dire on manque d'argent, on manque toujours d'argent. Tu m'as envoyé une étude du Fraser Institute qui nous parle de l'investissement en éducation par province. Donc, quelle province met le plus d'argent? Puis là, tu me dis si je me trompe. Là, quelle province met le plus d'argent par étudiant? Et, tabarnouche, je te laisse dévoiler là, la grande nouvelle. Écoute, c'est le Québec. Le Québec met le plus, sur les écoles publiques, met le plus de toutes les provinces canadiennes. Ça n'a pas toujours été le cas, mais le Québec met, si tu mets ça en dollars de 2023, met à peu près 20 000 par étudiant dans les écoles publiques. Ce qui n'est pas du tout négligeable comme niveau de dépenses, mais aussi, contrairement à l'affirmation absolument intéressante qu'il y a de l'austérité au Québec, en fait, il n'y en a pas en éducation. Il y a, par exemple, en 2014 et 2018, les dépenses en éducation ont augmenté de 14 000 à 15 000 par étudiant. Ils ont augmenté beaucoup pendant la pandémie, de telle sorte qu'en fait, le Québec est, depuis 2013, la province qui a le plus augmenté les dépenses en éducation. On est rendu à presque, comme je te dis, 19 500 à peu près, ce qui n'est pas du tout négligeable. Pourtant, malgré cette grosse amélioration des dépenses, si tu compares avec le score PISA, qui est un examen standardisé qui est administré dans plusieurs pays, mais aussi dans toutes les provinces, le Québec ne s'est pas amélioré dans la période de la grosse augmentation des dépenses. En fait, même le Québec a un peu baissé. Bien, ça, c'est le bout intéressant. Tu sais, là, j'entends, il manque de financement, Moi, ma question, c'est toujours où est l'argent, où va l'argent et à quoi elle est destinée? Parce que ce que tu viens de dire, c'est le point. Qu'on finance beaucoup d'argent pour des étudiants, ça peut être un choix de société, Vincent. C'est-à-dire, nous autres, là, on met beaucoup d'argent parce qu'on a des résultats. Mais là, on met beaucoup d'argent, mais où sont les résultats? Le taux de décrochage, c'est épouvantable. Le taux de diplomation chez les garçons, c'est épouvantable. La qualité des écoles en tant que telles, des bâtisses, du mortier, c'est pas yable. Et où l'argent? Écoute, il y a tellement de niaiseries qui se disent sur la place publique. Fait que, écoute, voici ce qui se dit dans les journaux scientifiques en économie. Plus qu'ils font en économie d'éducation, plus de dépenses peut pas vraiment empirer les choses, OK? Mais est-ce que ça améliore? Oui, mais vraiment pas beaucoup. Donc, beaucoup plus de ressources, ça change pas vraiment grand-chose. En fait, la partie des dépenses qui est vraiment importante, c'est comme les quelques premiers milliers de dollars que tu dépenses par étudiant. Parce que tu peux t'imaginer que tu passes d'une société avec aucun niveau d'alphabétisation ou de numeracy, comme on dit en anglais. Ouais. Tu pars de zéro. L'effet des premiers dollars dépensés par le secteur public est très important. Mais tu le vois au Québec, c'est la période, par exemple, de la loi sur l'instruction obligatoire avec les premières écoles sans frais publics pour les parents. Bien, ça a été une période de rattrapage éducatif. Mais ça, c'est parce que les premiers dollars investis avaient des effets incroyables. Et direct, là, on part de zéro. Là, aussitôt que tu mets 1000 piastres sur un étudiant, écoute, il va savoir lire. Là, on part de zéro. Exactement, mais après un certain montant, les effets sont vraiment minimes. En fait, c'est ça, la taille des salles de classe aussi, l'effet de doubler des salles de classe, c'est très limité. Donc, c'est-à-dire pas doubler, mais de réduire le nombre d'étudiants de moitié par enseignant. Donc, tu augmentes le temps disponible de l'enseignant par étudiant du double. Quand tu doubles ça, ça change pas grand-chose. Ça change un peu, ça nuit pas. Mais c'est cher dépensé et les résultats par dollar dépensé sont
pas vraiment efficace. En fait, la seule chose qui vraiment, à travers les études, puis là, on a des tests qu'on peut faire parce qu'aux États-Unis, tu as comme plein de laboratoires qui se font avec des expériences de politique publique parce que tu as 50 États, donc 50 tentatives différentes. Bon, on a souvent ce qu'on appelle en anglais, c'est Randomized Control Trial, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. C'est quoi l'effet d'un seul truc que les parents peuvent changer d'école, que les parents peuvent mettre les écoles en compétition. Là, tu as des effets gigantesques. En fait, dans toutes les études, celles qui sont l'idéal expérimental, là, qui serait comme si on avait une expérience en laboratoire, sur les 17 cas qu'on a qui sont parfaitement laboratoires, je pense qu'il y en a comme 15 que les effets sur la performance cognitive augmentent. Un qui est ambigu, un qui est négatif. Donc, mettons, tu as 15 sur 17 que je te donne comme note, ce qui n'est pas négligeable. C'est dans mes cours, c'est ça, c'est un A- avec moi, 15 sur 17. Même là, peut-être c'est peut-être même le A+. Je suis demandant. C'est bon. Mais c'est une bonne note, 15 C'est sur ça. 17. Mais en plus, ce que tu vois aussi, c'est que les résultats non cognitifs. Puis ça, c'est vraiment important. Les résultats non cognitifs, c'est des trucs comme le développement du contrôle des impulsions, le développement du contrôle émotionnel, la socialisation. Et ça, c'est toutes des variables qui sont encore plus importantes que la cognition. Donc, qu'est-ce que tu as appris? C'est encore plus important dans la détermination des revenus futurs que le contenu de l'éducation est encore plus important. Et ça, sur la plupart des études, on a aussi des améliorations assez importantes. Santé mentale des enfants aussi, on a des exemples de ça qui montrent que ça augmente. Donc, la sécurité dans les écoles, le bullying diminue parce que les écoles peuvent matcher plus facilement les enfants. Des enfants avec des bullies peuvent changer d'école. Il y a donc des améliorations importantes de la performance, de la qualité de l'éducation parce que les parents peuvent mettre les établissements en compétition. Puis c'est important de dire que c'est pas. Là, tu parles pas juste du résultat, c'est-à-dire dans cette école-là, tout le monde a des A+. C'est pas ça le point. Là, on parle de s'améliorer et d'apprendre. Fait que même si t'es dans un milieu pauvre, il y a moyen d'avoir une école efficace, qui va te faire progresser. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas juste de donner des diplômes à des gens parfaits. Le but, c'est qu'on s'améliore. C'est là un peu le nœud aussi. Là. C'est parce que je comprends que tu dis on peut changer d'école, mais encore faut-il que l'école que tu viens de quitter un jour s'améliore. Là, bien, non seulement ça, mais écoute, je vais doubler la mise. Il y a des écoles qu'on a aux États-Unis qui sont des écoles qui sont... parce qu'il y a des systèmes de compétition qui ont réduit les dépenses par étudiant et qui ont augmenté la performance. Puis on peut le voir dans des trucs de later life outcomes, comme on dit. Donc, le revenu plus tard dans leur vie, la performance 10 ans après la diplomation, le taux de performance, de continuation des études, sur tous les indicateurs, l'idée de dire « donnons aux parents un choix », tu as besoin peut-être la moitié moins de dépenses pour les mêmes résultats qu'on aurait maintenant. Puis, il faut quand même ajouter un truc. Là, moi, depuis tantôt, je parle des écoles publiques. Ouais. Le Québec fait quelque chose de très bien à l'intérieur du Canada. C'est la province qui encourage le plus la concurrence en éducation via les subventions aux écoles privées. Mais profitez-en, ça achève. ben, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que le Québec, malgré tout, la manière dont le système fonctionne, c'est parce que les parents ont un modicum de choix, un minimum de choix. Le résultat, c'est que quand on regarde dans les tests PISA, notamment, par exemple, la compétence mathématique, le Québec performe très bien relativement aux autres provinces. Ouais. Et quand on essaie de voir qu'est-ce qui explique la performance très bonne du Québec relativement, par exemple, à l'Ontario, mais surtout face à des provinces comme le Manitoba, la Saskatchewan, puis les provinces maritimes qui sont absolument atroces dans ces scores-là, pourquoi est-ce que le Québec performe bien? Ben, il y avait, par exemple, un économiste à l'UQAM, Philip Merrigan, c'est-tu Merrigan? J'oublie le prénom, mais quelqu'un du département d'économique de l'UQAM avait réussi à montrer que, en fait, la vaste majorité de la surperformance du Québec s'expliquait par le fait qu'il existait un minimum de concurrence qui n'existe pas dans les autres provinces. Et là, ce que je dis, c'est que, imaginez là, maintenant qu'on disait on va scale this up, on va doper l'idée de la concurrence. Non seulement on pourrait couper la subvention aux écoles privées, mais on dit que tous les parents ont un montant de 15 000 $ qui va suivre l'étudiant, puis l'école qui reçoit la fidélité du parent reçoit le montant.
Ben, dans ce cas-ci, tu crées un marché pour l'éducation, du choix dans l'éducation. Et je te garantis que tu vas voir tout ce qu'on voit dans les études qui sont randomized controlled trials, comme je dis. Tu vas voir des améliorations de la performance. Tu vas pouvoir peut-être même dépenser moins que ce que tu fais pour les mêmes résultats ou même dépenser le même montant et avoir des bien meilleurs résultats. Et je pense que c'est le temps qu'au Québec, on dise à la CSQ et aux autres syndicats de prendre leur trou et qu'on dise au ministère de l'Éducation qu'il n'est pas nécessaire, qu'on n'a pas besoin du ministère de l'Éducation. Tout ce qu'il faut avoir, c'est un conseil de l'éducation qui gère les examens standards pour tout le monde. Ouais. Et qui ne détermine pas le contenu, qui ne dit pas comment les écoles doivent être gérées, qui n'essaye pas de gérer les procurations pour des crayons, pour de l'embauche des enseignants, les règles X ou XY, décentralise massivement, encourage les parents à pouvoir choisir leurs écoles et fait en sorte que le financement suive le sac à dos des enfants. Avec ça, tu vas avoir moins de dépenses publiques, tu vas avoir des meilleurs résultats et tu vas pouvoir aussi, finalement, get money for your value. Ah oui, puis avoir ce qu'on appelle le choix, tu sais, cette maudite compétition qu'on n'aime pas. Mais écoute, là, je t'écoute, puis c'est de la musique à mes oreilles, évidemment. Puis là, je me dis, ouais, non, mais c'est une autre musique. C'est une musique tu veux pas que je chante. Ça me touche ailleurs. Non, c'était pas ça le point. Mais en même temps, là, ça cogne à la porte, puis là, je dis, oh non, la réalité qui me rattrape encore, on est au Québec, ça arrivera pas. C'est sûr que ça arrive. Écoute, moi, ce que j'entends jour après jour, c'est qu'il faut arrêter de financer le privé. Donc, ce qu'on voudrait, c'est se réenfermer dans une école de quartier obligatoire où il n'y a plus rien pour pousser vers l'avant, plus de compétition qui te force à être bon, finalement. C'est pas ce que j'entends au Québec, mais maudit que ton idée est bonne. Ah, ça, c'est indéniable. Ben, écoute, je comprends ton pessimisme, mais je te dirais que la vague des dernières 30 ans, c'est bien plus vers la position que je défends. Donc, tu as plusieurs pays qui ont été de l'avant avec des mesures qui ne font pas nécessairement tout ce que je dis, mais qui donnent plus de décentralisation, plus d'autonomie administrative pour les écoles, combiné avec la capacité des parents de changer d'établissement. Donc, aux États-Unis, tu as ça avec ce qu'on appelle les charter schools, avec le school choice, avec les vouchers, avec l'introduction de ce qu'on appelle les pods pour l'éducation, avec le homeschooling. Donc, tu as un marché qui émerge des différentes manières d'éduquer les enfants et beaucoup d'expérimentation, beaucoup de nouvelles méthodes. C'est ça qui se passe dans des pays riches, des pays comme la Suède qui ont fait des choses un peu similaires, la Finlande. Ouais, t'es mieux de nommer la Suède que les États-Unis, parce que quand tu dis États-Unis, les Québécois veulent faire l'inverse. Là, c'est bon. Oui, mais tu sais qui aux États-Unis veut le plus ce que je décris? C'est les gens des communautés noires. Quand tu poses la question dans des enquêtes d'opinion, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée du voucher, donc l'idée que le financement est entièrement donné aux parents, contingent à ce qu'ils doivent l'utiliser à l'école, donc ils ne peuvent pas le dépenser sur autre chose. Très bon. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Le groupe qui est le plus pour, ce sont les Noirs américains. Incroyable. Le groupe qui est le plus contre, ce sont les Blancs avec plus que des diplômes universitaires. C'est le groupe qui est le plus opposé à ça. Ceux qui sont le plus pour, c'est ceux qui sont coincés dans des écoles de quartier de mauvaise qualité, qui n'ont pas d'échappatoire. C'est les parents de ces enfants-là qui ont moins d'options, qui veulent ça. Puis l'autre place qu'on voit ça dans le monde, puis il y a un excellent livre qui s'appelle « The Beautiful Tree » par un économiste qui s'appelle James Tooley, qui montre qu'en fait, dans la vaste partie des pays en voie de développement, les écoles publiques sont tellement de mauvaise qualité qu'il y a des entrepreneurs privés qui émergent, qui font des écoles privées juste souvent à côté de l'école publique et que quand tu regardes les gains d'éducation, donc tu prends le nombre de gains de scolarité, disons, nombre d'années moyennes complétées dans ces pays-là, malgré les dépenses publiques, malgré ce que l'État fait, une partie non négligeable, je pense que dans son étude, c'est à peu près 30 % des améliorations se sont faites par le petit secteur privé en éducation qui est capable de mieux faire que les écoles de mauvaise qualité du secteur public dans ces pays-là. Donc, la réalité, c'est que tu prends la tendance globale, c'est que l'idée d'une éducation privée compétitive, c'est la meilleure manière. C'est la chose qui a plus de momentum. C'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'arrêtons la conversation autour de si l'école devrait être produite par l'État. Tout ce qu'il faut faire, c'est assurer une éducation universelle. Et ça veut dire que c'est seulement le financement qui est public, pas la provision des services, pas l'école en soi, c'est que les parents qui reçoivent une aide financière fondamentalement pour qu'ils aient accès à l'éducation.
Il faut casser l'idée que c'est l'État qui doit être le producteur d'éducation. L'État a de la difficulté à produire les missions essentielles qu'il a, la justice et la police. Devrait pas s'essayer d'aller dans des missions qu'il n'est pas capable de faire avec toutes les incitations perverses qui viennent avec quand l'étatisation se produit. On devrait laisser l'État se concentrer sur ces bonnes choses-là. Et s'il veut essayer d'aider les gens, la meilleure chose que l'État peut faire, c'est donner des chèques qui donnent les chèques aux écoles au lieu d'essayer de gérer les écoles. Vincent, il faut que je te coupe. Va donner ton cours. Tu vas être en retard. Mais tu vois, le gouvernement a essayé de faire un site Internet pour payer nos plaques, puis ça a coûté 1,2 milliard. Fait que rendu là, hein, écoute, on verra. Comme disait Dunlop à McCracken, on m'a pas informé, j'étais pas au courant. Salut, Vincent. Salut. Salut, bon cours.